Bonjour à tous. Alors, je voudrais juste un petit test au niveau du son. Est-ce que les personnes qui sont en visio, vous m'entendez? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans la discussion pour dire son OK? Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Marion Fief, je suis la responsable de la communication au sein de l'APST 2607. Donc, cette réunion se déroule à la fois en présentiel et à la fois à distance avec les personnes qui sont en visio avec nous. Donc voilà, des fois on va jongler un peu entre les deux, mais tout va bien se passer. Du coup, on est là aujourd'hui pour parler de la déclaration annuelle des effectifs. Donc cette année, ça a été un peu différent des années précédentes, c'est un peu en décalé. Ça a été ouvert à partir du 1er mars, donc sur le secteur de Tournon. Donc normalement, nos adhérents sont en plein dedans. L'idée, c'était de vous accompagner, voir un peu rapidement les risques les risques particuliers auxquels peuvent être exposés les salariés et le suivi médical qui en découle. Et ensuite, dans un second temps, vraiment rentrer dans le concret, pardon, avec des copies d'écran du logiciel pour vous expliquer pas à pas comment faire cette déclaration et par la suite, comment demander les rendez-vous pour vos visites médicales. Cette présentation est enregistrée, donc après la réunion, vous pourrez la retrouver sur le YouTube de l'association. Pour ce qui est des questions, donc dans la salle, je vous invite à poser les questions dès que vous en avez, on y répondra au fil de l'eau. Pareil en visio, merci d'utiliser l'outil de discussion pour poser vos questions et pareil, on y répondra au fur et à mesure. Le support qui vous est présenté vous sera envoyé par email. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres infos à ce stade-là? On vous fera passer aussi un petit questionnaire de satisfaction par rapport à cet événement. Donc, merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour y répondre parce que c'est important pour nous d'avoir un retour pour adapter nos futurs événements et nos futures communications. Voilà, ceci étant dit, je vous propose qu'on commence. Du coup, la première partie, comme je vous l'ai dit, sera consacrée à l'exposition des risques particuliers et au suivi médical. Ensuite, on verra comment réaliser votre déclaration annuelle des effectifs, la prise de rendez-vous, un rapide rappel sur la loi du 2 août 2021 qui est entrée en application le 31 mars 2022. Donc ça va faire bientôt un an. Et enfin, on prendra le temps pour poursuivre les échanges s'il y a d'autres questions. Du coup, l'exposition aux risques particuliers et le suivi médical. Alors, il faut savoir que la déclaration des risques particuliers auxquels sont exposés vos salariés est de la responsabilité de l'employeur. Donc, l'employeur doit évaluer le risque auquel est exposé le salarié, et dans le cas où il est exposé à un risque particulier, au sens de la loi, il faut déclarer le salarié de cette manière. Il n'y a aucun impact sur le montant de la cotisation, que le salarié soit exposé à un risque particulier ou pas, ça ne change rien. Mais par contre, ça va avoir un impact sur le suivi médical de votre salarié. On verra après différents exemples. La difficulté qu'on va rencontrer, c'est que si le salarié n'est pas déclaré correctement, ça va engendrer une perte de temps pour tout le monde. Parce que le salarié ne va pas voir la bonne personne chez nous. Donc du coup, le rendez-vous ne pourra pas se faire. Il faudra reprendre un autre rendez-vous. Du coup, votre salarié va se déplacer pour rien. C'est une perte de temps pour lui, pour le travail dans l'entreprise, et pour nous aussi, parce que du coup, c'est un rendez-vous qu'on ne pourra pas mener normalement. Parce qu'en fonction de la déclaration au risque, le salarié va être envoyé vers un médecin ou vers un infirmier. En fonction, il peut être vu avant l'embauche ou après l'embauche. Et ça va avoir aussi un impact sur la périodicité des visites. Voilà. Alors, il faut rappeler que depuis la loi El Khomri de 2018, le suivi médical et individuel du salarié est sous l'autorité du médecin du travail. Donc ça, c'est depuis toujours. Mais par contre, la périodicité, elle est vraiment adaptée en fonction de l'âge, du poste de travail et de l'état de santé du salarié.
Donc, on n'a plus comme avant, c'était une visite tous les 2 ans, etc. Ça va vraiment être en fonction du salarié. Le cas général, c'est le cas du salarié qui n'est pas exposé à des risques particuliers. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'un salarié est embauché, il va passer une visite d'information et de prévention qui peut avoir lieu jusqu'à 3 mois après la prise de poste. Donc là, on ne délivre pas d'avis d'aptitude, mais par contre, on délivre une attestation de suivi qui va être réalisée par un membre de l'équipe médicale. Et là, la périodicité, c'est maximum tous les 5 ans. Par exemple, donc à chaque fois, on essaie de vous mettre un exemple concret d'un salarié. On a Aline qui a 32 ans et qui est embauchée en CDI en tant qu'assistante communication dans une association. On vérifie toujours s'il y a une attestation qui est en cours de validité. Donc, on a vu que c'était valable pendant un délai maximal de 5 ans. Si elle a déjà passé une visite médicale dans une autre entreprise pour un poste identique, son attestation de suivi est toujours valable. Donc, c'est pas la peine de la faire, de reprendre un nouveau rendez-vous dans ce cas-là. Si elle n'a pas d'attestation en cours de validité, là, il va falloir prendre rendez-vous via votre portail adhérent pour une visite, dans un délai de 3 mois après sa prise de poste. En général, c'est une visite qui va être réalisée par un infirmier et qui délivrera donc une attestation de suivi valable pendant 5 ans. Ça, c'est à nuancer pour les apprentis qui sont majeurs, qui ont plus de 18 ans. Le délai pour la visite, au lieu de 3 mois, il va passer à 2 mois. Pour le reste, c'est la même chose. Est-ce que le salarié doit nous fournir cette attestation à l'embauche? Alors, si vous lui demandez, oui, effectivement, il doit pouvoir vous la fournir. S'il l'a plus, s'il l'a perdu ou quoi, il faut demander au service de prévention et de santé au travail auprès duquel il a passé sa visite et le service peut lui délivrer une copie de cette attestation. Ensuite, pour le suivi adapté, voilà, pour le suivi adapté, ça concerne les apprentis de plus de 18 ans, les mineurs, les salariés qui sont exposés à des agents biologiques groupe 2, aux champs électromagnétiques dont la valeur est supérieure à la limite d'exposition, les femmes enceintes allaitantes venant d'accoucher, les salariés bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, d'une invalidité, et pour les travailleurs de nuit, donc travail de nuit, c'est entre 21h et 6h du matin, de manière régulière ou pas, mais à condition d'avoir un quota de 270 heures sur l'année. Donc, en fonction de ces situations, ça va impacter le délai de la visite d'embauche, la fréquence des visites et le personnel qui va effectuer la visite. Par exemple, on a un apprenti âgé de 17 ans qui signe un contrat d'apprentissage dans une boulangerie. Dans ce cas-là, pour une personne mineure, l'employeur doit prendre rendez-vous via le portail adhérent pour sa visite avant la prise de poste du salarié. Ensuite, on a encore une exception. Donc là, on est sur le cas des moins de 18 ans ou exposés à des agents biologiques du groupe 2 ou à des champs magnétiques dont la valeur d'exposition est supérieure à la limite d'exposition. Là, pour toutes ces personnes-là, la visite se fait avant la prise de poste. Donc, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Pour le cas des femmes enceintes, allaitantes ou venant d'accoucher,
La visite se fait jusqu'à 3 mois après la prise de poste. Par contre, il y aura systématiquement une réorientation vers le médecin du travail. En ce qui concerne les salariés, handicapés ou titulaires d'une invalidité, là aussi, c'est réorientation vers le médecin du travail et la périodicité est portée à 3 ans maximum et non plus 5 ans. Et enfin, pour ce qui est du travail de nuit, la visite, elle se fait avant la prise de poste et la périodicité est de 3 ans également. Ensuite, on va voir les cas, des risques particuliers. Donc les risques particuliers sont définis, dans le code du travail. C'est le décret 2016-1908, de la loi El Khomri, de août, 2018? Non, c'est celle d'avant, 2016 même, peu importe. Du coup, cette liste, elle est définie d'un point de vue, réglementaire. Elle concerne les salariés qui sont exposés à l'amiante, à cause du risque d'inhalation de poussière. Donc, on retrouve, les métiers de la rénovation, de l'encapsulage, comme par exemple, les maçons, les couvreurs, les calorifugeurs. On retrouve aussi les salariés exposés aux agents biologiques de groupe 3 et 4, qui sont susceptibles de provoquer des maladies graves chez l'homme. Heu et du coup, là, on est plutôt sur les personnels soignants, laborantins, personnel funéraire, vétérinaire. Les salariés exposés au risque de chute lors du montage ou démontage d'échafaudage. Les salariés exposés au plomb, donc là, tout ce qui est, canalisation, peinture, couverture, fonderie, électronique, joaillerie. Les salariés exposés au rayonnement ionisant de catégorie B, donc là, on est plutôt sur tout ce qui touche autour du nucléaire. Les salariés exposés au milieu hyperbare, comme, scaphandriers, personnel des caissons hyperbares, tubistes. Et les salariés exposés aux produits qui sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc c'est, les produits dont on retrouve, le pictogramme, ce pictogramme-là dessus. Les salariés qui sont titulaires d'une habilitation, électrique, donc c'est tout salarié qui est habilité à intervenir sur un tableau électrique, les électriciens. Ceux qui sont titulaires d'une habilitation à la conduite, d'engins automoteurs de levage, donc tous vos salariés qui ont le CACES, et ils sont considérés comme, salariés, exposés à des risques particuliers. Et enfin, ça peut être tout risque particulier qui est déclaré par l'employeur. Par exemple, ça peut être le port de charges lourdes supérieures à 55 kg. Là, il faut que l'employeur fasse un courrier au médecin du travail, que ce soit discuté aussi avec le CSE, et transmis au service de prévention et de santé au travail, mis à disposition de la direction. Donc, vous pouvez, vous, en tant qu'employeur, rajouter des risques particuliers, si c'est motivé par écrit et expliqué, au médecin du travail. Du coup, cette déclaration, d'exposition à des risques particuliers va entraîner systématiquement un examen médical d'aptitude. Donc au moment de l'embauche, c'est systématiquement avant la prise de poste. Là, vous avez un avis d'aptitude qui est, délivré et la visite, elle est réalisée par le médecin du travail. Ensuite, dans le cadre du suivi périodique, de ce salarié, la fréquence sera portée à tous les 2 ans maximum et en fonction, du membre de l'équipe médicale que le salarié verra, il aura soit un avis d'aptitude, soit une attestation de suivi. Donc ça, c'est vraiment le suivi, tous les 2 ans. Par exemple, on a un salarié qui est embauché comme magasinier cariste dans une entreprise de logistique. Là encore, on s'assure qu'il n'a pas d'attestation d'aptitude qui sont en cours de validité. Si ce n'est pas le cas, on prend rendez-vous via le portail adhérent, en demandant un examen médical d'aptitude à l'embauche avant la prise de poste du salarié.
Et là, le médecin du travail délivrera un avis d'aptitude qui sera valable pour une durée de 2 ans. Au bout de 2 ans, il sera vu dans le cadre de son suivi périodique par un membre de l'équipe médicale, donc soit un médecin du travail qui va qui lui délivrera à nouveau une attestation d'aptitude, soit il va voir un infirmier et à ce moment-là, il aura une attestation de suivi. Alors ça, c'est des rendez-vous qui sont prioritaires, donc on essaie de les faire passer en priorité. Après, vous êtes tous au courant et conscients des difficultés qu'on a pour donner des rendez-vous. Donc, ça va vraiment dépendre du secteur médical. Mais dans la mesure du possible, on essaie de respecter ça. En tout cas, c'est vraiment important que vous fassiez cette demande-là dans le respect de ces conditions. Enfin, que vous ayez fait votre demande de rendez-vous via le portail avant l'embauche du salarié. Ça vous permet de justifier que vous avez fait votre demande dans le respect de la réglementation. On note la question et du coup, quand je vous ferai un mail récap à l'issue de la présentation avec le support, etc., on vous mettra une réponse sans doute. Donc là encore, dans ce cadre de suivi individuel renforcé, adapté, il y a encore des exceptions, comme tout à l'heure. Donc pour les moins de 18 ans, exposés à des travaux dangereux et au rayonnement ionisant de catégorie A. Donc là encore, ça peut avoir un impact sur le délai de la visite, la périodicité des visites et le personnel de santé qui va l'effectuer. Moins de 18 ans, travaux réglementés, c'est tout ce qui peut porter atteinte à la moralité, le travail le dimanche, où il y a des risques pour la santé, des risques pour la sécurité. Et là, du coup, on est pour l'embauche, comme ce qu'on vient de voir, avant la prise de poste, un avis d'aptitude délivré par le médecin du travail. Par contre, la périodicité des visites, elle passe à 1 an et elle est systématiquement faite par le médecin du travail avec un avis d'aptitude. Une question. Nous avons embauché un salarié en CIR qui avait un certificat en cours de validité. Est-ce à nous à faire la demande de la prochaine visite? Oui, quoi qu'il en soit, c'est la responsabilité de l'employeur d'assurer le suivi de l'état de santé du salarié. Donc, si actuellement, il a un certificat qui est en cours de validité, tout est OK. Par contre, normalement, dessus, il y a écrit la date, la période où doit être revu le salarié. Donc là, c'est à l'employeur de prendre rendez-vous en respectant le délai qui est indiqué sur l'attestation sur l'avis d'aptitude en cours. Ensuite, on a la visite de reprise. La visite de reprise, elle est obligatoire. Alors, les conditions ont changé avec la nouvelle loi d'août 2021 qui est entrée en application au 31 mars. Maintenant, c'est après un arrêt de travail de plus de 30 jours, un arrêt maladie de plus de 60 jours, une maladie professionnelle dès le premier jour ou après un congé maternité. Voilà, donc la maladie professionnelle, quelle que soit sa durée, il faut qu'il y ait une visite de reprise. Elle doit être demandée par l'employeur et elle se déroule dans les 8 jours à compter de la reprise d'activité. Donc ça, clairement, c'est des visites qui sont prioritaires aussi pour donner des rendez-vous. Donc n'hésitez pas à anticiper ces demandes. Quand vous savez que vous avez un salarié qui va être absent pour une durée, un arrêt de travail de plus de 30 jours ou un arrêt maladie de plus de 60 jours, demandez un rendez-vous, dès que vous le savez, demandez un rendez-vous pour le jour de sa reprise. Si jamais l'arrêt de travail est prolongé, vous nous appelez pour annuler le rendez-vous. Mais n'attendez pas d'être sûr qu'ils reprennent pour prendre le rendez-vous parce qu'en termes de délai, sinon, on ne sera pas dedans. Donc vraiment, dès que vous le savez, demandez le rendez-vous.
annulez-le si l'arrêt est prolongé. Et nous, il y a tellement de demandes que c'est pas un problème pour pour remplacer le salarié qui sera absent. Donc vraiment, anticiper cette demande pour avoir un rendez-vous dans le délai. Ensuite, il existe la visite de pré-reprise. Alors, cette visite, elle se déroule pendant l'arrêt de travail, à la demande du salarié, du médecin conseil, de la sécurité sociale ou du médecin traitant. Là, c'est plus de la responsabilité de l'employeur. Par contre, l'employeur doit informer le salarié de l'existence de cette visite. L'idée, c'est de voir le salarié le plus tôt possible avant la reprise pour l'orienter et préparer sa reprise. En général, c'est des salariés qui, où on sait, où on peut se douter que la reprise du travail peut être compliquée, qu'il va peut-être falloir trouver des aménagements de poste ou carrément devoir changer de métier, passer par des formations ou des choses comme ça. On peut accompagner votre salarié et il faut que ce soit lui qui vienne nous demander un rendez-vous pour qu'on anticipe sa reprise et qu'on puisse mettre en place, faire le lien entre avec l'employeur et pouvoir anticiper sa reprise. Il existe aussi les visites occasionnelles. Donc ces visites-là, elles sont faites à la demande de l'employeur, à la demande du salarié. Elles peuvent être aussi demandées par le médecin du travail. Si c'est vous qui demandez une visite occasionnelle pour un de vos salariés, il faut impérativement expliquer le motif de cette demande au médecin du travail, mais aussi à votre salarié. Parce que régulièrement, on a des salariés qui viennent en visite pour une visite occasionnelle à la demande de l'employeur. Sauf que parfois, on ne sait pas pourquoi. Le salarié ne sait pas pourquoi non plus. Donc du coup, le médecin va le recevoir, mais il va faire une visite classique en fait. Il va pas chercher. Alors régulièrement, souvent, c'est pour des problèmes de doute liés à une addiction, des choses comme ça. Donc là, il faut vraiment être transparent avec le médecin du travail et avec le salarié en disant, bah voilà, on pense qu'il y a des signes qui nous font penser que peut-être, nanana. On préfère que, voilà, on voudrait que tu voies le médecin du travail. Le médecin du travail, on voudrait que vous receviez ce salarié pour avoir des échanges avec lui sur cette thématique-là. Comme ça, au moins, le médecin du travail, il sait pourquoi le salarié est là et il peut adapter du coup la visite là-dessus. Ensuite, donc la nouvelle loi impose désormais une visite de mi-carrière qui doit être réalisée entre 43 et 45 ans. Et c'est aussi de la responsabilité de l'employeur de demander cette visite médicale. Alors, c'est une visite médicale qui peut être couplée avec une visite périodique, hein, pas forcément, du coup, ce ne sera pas forcément une visite supplémentaire, ça rentrera dans le suivi périodique de l'état de santé du salarié. Et elle est réalisée par le médecin du travail ou l'infirmier sur protocole médical. L'idée, c'est vraiment de faire un bilan à mi-carrière pour que le salarié puisse continuer à travailler en bonne santé, évaluer les risques de désinsertion professionnelle en fonction du salarié, de son parcours, etc. Et avoir une sensibilisation par rapport aux enjeux du vieillissement et à la prévention des risques auxquels est exposé le salarié dans son métier. Je pense, oui, désormais dans le portail adhérent, maintenant, vous pouvez demander une visite de mi-carrière. Oui, c'est obligatoire. Alors, elle peut être couplée à une visite périodique. C'est pas, ça peut être du 2 en 1 si ça tombe dans la tranche d'âge du salarié. Ensuite, autre nouveauté, c'est la visite de fin de carrière qui va être organisée au moment du départ en retraite pour les salariés qui sont déclarés en CIR, donc exposés à des risques particuliers. Là, pareil, hein, l'objectif, c'est de faire la transition entre la période d'activité et la période de retraite, d'avoir une traçabilité de son exposition, de mettre en place, si nécessaire, une surveillance médicale avec le médecin traitant,
et informer des démarches pour cette surveillance post-professionnelle. Donc voilà pour cette partie. Du coup, je vais laisser la parole à Delphine Romanet, qui est donc chargée de relations adhérents. Je me lève. Petit échange de place. Bonjour à tous. Donc là, on va rentrer dans les cas concrets de comment réaliser votre déclaration annuelle d'effectifs qui a commencé donc le 1er mars. Donc, il faut directement se rendre sur l'espace adhérent à partir de notre site internet www.apst2607.fr. Comme l'indique la flèche, il faut cliquer sur l'espace adhérent puisque c'est là ensuite que vous allez rentrer votre numéro d'adhérent et le mot de passe. Première page de connexion, donc c'est une page d'accueil. Vous retrouvez à gauche toute la légende et là j'ai mis à quoi correspondent les icônes. Donc, pour accéder à la déclaration, il faut cliquer sur l'avant-dernière image qui représente le bonhomme. À partir de là, donc la déclaration commence. Il faut cliquer sur le crayon violet à côté. Ouais, pardon. Ah, Tournon, il est gris. Parce qu'à Valence, il est violet. Tournon, il est gris. Donc, de toute façon, il faut cliquer sur le crayon. Alors, certains appuient sur le crayon en haut, mais en haut, en fait, c'est de nouveau une légende. Donc, vraiment, le crayon, c'est celui-ci. Donc, la première page à vérifier, c'est les informations administratives. Donc, vous pouvez modifier une information, vous pouvez ajouter une adresse, ajouter un contact. C'est là aussi, certains nous demandent que vous pouvez modifier l'adresse de facturation. Et côté Tournon, donc, sur cette première page, vous avez la possibilité déjà de cliquer sur « Je souhaite opter pour le prélèvement ». Et à partir de là, si vous cliquez sur ce petit onglet, s'ouvrira une fenêtre où vous saisissez le BIC et l'IBAN. Mais on reviendra plus tard sur les modes de paiement, donc qui sont dans notre service uniquement carte bancaire ou prélèvement automatique. Donc, une fois cette première page finie, à chaque fois, il faut cliquer sur « Suivant », donc le suivant qu'on voit en haut à droite. Donc, en cliquant sur « Suivant », on arrive sur la deuxième page où vous passez à la liste des déterminants réglementaires pour les salariés. Donc, c'est toute une liste et vous cochez les déterminants particuliers à votre établissement. Vous pouvez en rajouter un. Et si rien ne correspond, il n'y a rien à cocher, donc vous cliquez de nouveau sur « Suivant ». Apparaît ici la liste de votre personnel. Donc là, sur notre exemple qu'on a pris, il n'y avait qu'un salarié, mais forcément, si vous en avez plus, la liste sera complète. Alors, vous pouvez ajouter un salarié, sortir un salarié. Vous pouvez aussi, à la fin, exporter votre liste sur Excel ou même imprimer la liste. Alors, vous êtes obligé de traiter salarié par salarié si vous souhaitez modifier une information le concernant. Toujours en cliquant sur le crayon. Donc, en fait, il y a différentes possibilités sur chaque ligne de salarié. Soit vous pouvez modifier une information, soit là, ce qu'on voit ici, mais je crois qu'on en parle plus tard, c'est pour le sortir. Oui, donc si vous cliquez sur le crayon, vous arrivez sur sa fiche et vous modifiez ce que vous devez modifier.
Si vous voulez sortir le salarié, il faut cliquer donc sur cette flèche. De toute façon, c'est à chaque fois que vous passez la souris sur les images, il apparaît l'information qui correspond. Si vous sortez le salarié, donc une fenêtre s'ouvre, vous indiquez la date de sortie et le motif, mais le motif n'est pas obligatoire. Ensuite, il faut cliquer encore sur « Suivant ». Apparaît l'étape récapitulative de votre déclaration. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est juste un récapitulatif. Des fois, vous pouvez, en cliquant sur « Suivant », avoir un message en indiquant vous avez oublié de cocher certains risques. Donc, c'est là que vous pouvez rattraper vos oublis. Sur la page suivante, donc, se présente le montant de votre déclaration annuelle. Et comme je disais tout à l'heure, donc le règlement se fera uniquement en carte bancaire ou en prélèvement automatique. Une chose importante, c'est qu'il y a le montant, mais il n'y aura rien à régler au moment de la validation de votre déclaration. La facture, que vous soyez en carte bancaire ou en prélèvement, elle vous sera envoyée ultérieurement par mail, par notre service comptabilité. Et des réceptions, si vous êtes en mode carte bancaire, il faudra la régler en ligne en carte bancaire. Et si vous êtes en prélèvement, elle sera automatiquement prélevée. Et oui, je reviens là parce que beaucoup croient que là, en fait, la déclaration est finie, mais non, il reste une dernière étape, donc on voit bien le suivant. Et comme toute déclaration, quel que soit l'organisme, eh ben, il faut la fameuse signature informatique. Donc, c'est à la page d'après où on retrouve le montant, on coche les cases je déclare que ma déclaration est correcte, j'ai pris connaissance, j'ai pris connaissance de toutes les modalités. Donc, on signe nom, prénom, email et on valide. À partir de là, vous recevez par mail le duplicata de votre déclaration. Et nous, on reçoit automatiquement du coup votre déclaration à traiter. Ensuite, c'est le service médical, les services qui prendront la suite. Donc là, si vous êtes déjà en mode de prélèvement, bon, ce n'est pas le cas sur tout le monde parce que le prélèvement, c'est nouveau. Mais du coup, concernant les modes de paiement, donc, si vous préférez carte bancaire, il n'y a rien enfin, vous ne le choisissez pas à ce moment-là, c'est dès réception de la facture par mail, vous savez qu'elle est en ligne et vous pouvez la régler en ligne. Il y aura vous irez dans vos factures et il y aura l'encart CB. Prélèvement, donc, vous l'aurez choisi au préalable à la première page, vous aurez saisi vos coordonnées bancaires. À partir de là, il y a un mail automatique qui vient dans notre service, on prépare le mandat, on vous l'envoie, il faut nous le retourner signé pour procéder au prélèvement. Les dates d'échéance sont déjà préétablies, donc si vous avez moins de 10 salariés, le prélèvement se fera en une seule fois au 15 mai. Si vous avez entre 10 et 50 salariés, le prélèvement se fera en 2 échéances, au 15 mai et 15 septembre. Et si vous avez plus de 50 salariés, ça sera en 4 échéances, donc indiqué là, 15 mai, 15 juillet, 15 septembre, 15 novembre. Si on peut faire des exceptions, bien sûr, cas par cas. Si vous avez moins de 10 salariés et que vous choisissez, et que vous souhaitez être prélevé en plusieurs échéances, donc vous nous l'indiquez par mail et nous, on fait le découpage de la facture. Voilà. Donc ça, concernant le règlement, j'en ai parlé. Donc, nous traitons les déclarations dans les meilleurs délais. Pour le règlement de la facture par carte bancaire, l'idéal, c'est de la régler au 15 mai, mais si vous le faites un peu plus tard, ça sera possible encore. Voilà. À savoir, pour le règlement en CB, la facture se découpe également.
Donc, selon le nombre de salariés, comme j'ai dit précédemment, elle va se découper en fonction du nombre de salariés. Mais pour la régler en CB, soit vous avez la possibilité de la régler donc, en plusieurs fois aux dates d'échéance, soit vous pouvez la régler en une seule fois, mais là, vous serez obligé informatiquement de faire des règlements autant qu'il y a de découpage. Voilà. Donc là, on voit où se trouve la facture pour la régler. Donc, on voit l'encart CB qui est ici. Voilà. Il y aura une possibilité aussi dans l'année, parce que peut-être que vous allez régler votre facture par carte bancaire, mais si vous souhaitez un jour dans l'année passer en mode de prélèvement, vous avez la possibilité de le faire ici. Je souhaite opter pour le prélèvement. Donc, il faudra donc obligatoirement saisir les coordonnées bancaires. Et on vous enverra un mandat. Voilà, la déclaration est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions pour la déclaration pour le moment. Sinon, pour parler un peu du fonctionnement de nos services de prévention et de santé au travail, il faut savoir qu'on est à 100% financé par les cotisations des adhérents, que le montant de la cotisation est voté par le conseil d'administration, que ce conseil d'administration est élu par les adhérents. Il est composé à 50% de représentants employeurs et à 50% de représentants salariés. La cotisation annuelle, qui est de 85 € hors taxe par salarié, elle inclut un ensemble de prestations. Elle inclut la visite si elle a lieu, elle inclut les actions en milieu de travail, comme les études de poste, les participations au CSSCT, la réalisation de la fiche d'entreprise, l'aide à l'élaboration du document unique. Elle inclut également les actions collectives, comme les webinaires, comme on fait là à l'instant, les conférences. On organise souvent dans l'année différents événements sur les thèmes de prévention en santé au travail. On organise également des ateliers pratiques, par exemple sur le travail sur écran, l'aide aux documents uniques, l'intégration des RPS dans le DU, les analyses des accidents de travail. Et tous ces événements, vous pouvez les retrouver sur notre site internet dans l'onglet « Agenda ». Donc, vous retrouvez nos dates et vous pouvez vous inscrire à tout moment. D'ailleurs, dans 15 jours, il y a les rencontres 2023. Je ne sais pas si vous avez reçu l'invitation. On a une journée notamment qui est orientée autour du handicap, avec une conférence et des ateliers pratiques. Et le mercredi matin, on a développé un escape game immersif. C'est vraiment, vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez manipuler les choses, résoudre des énigmes, tout en apprenant de manière ludique sur la prévention. On l'a mis la vidéo? Ouais. Ok. Donc, une fois que vous avez effectué votre déclaration annuelle, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, le service administratif la valide, le service médical traite les modifications, et une fois que chacun aura traité sa partie, vous aurez accès à votre espace privatif pour demander les rendez-vous, éventuellement effectuer de nouvelles modifications s'il y en a eu encore entre-temps. Voilà. Pendant cette période, donc, vos interlocuteurs restent disponibles pour l'ensemble de vos demandes. Donc après, les interlocuteurs, pour tout ce qui est en lien avec la déclaration des effectifs, tout l'aspect administratif, c'est nos deux chargés de relations adhérents qui sont avec nous aujourd'hui. Donc Delphine, qui est plutôt sur le secteur de Valence, et Monica, qui est plutôt sur le secteur de Toulon. Mais les deux peuvent oui. de chaque. Quand vous appelez le service relations adhérents, c'est forcément l'une de nos deux. On est dans le même bureau, donc c'est assez pratique. Donc là, on va passer à
Comment demander un rendez-vous? Donc, en sachant que demander un rendez-vous, ce n'est pas systématique. Il y a des cas de dispense de visite d'embauche. Si le salarié que vous venez d'embaucher a un emploi identique à celui qu'il avait précédemment, si les risques d'exposition sont équivalents, s'il n'y a pas eu d'aménagement, d'adaptation ou d'inaptitude, et si l'attestation date de moins de 2 ans, pour les intérimaires aussi, oui. 3 ans pour les travailleurs de nuit, RQTH, invalidité, ou même 5 ans, et l'examen médical d'aptitude inférieur à 2 ans. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, on en a parlé. C'est pas la peine de redemander une bougie. Précédent employeur, la celle de son précédent employeur, dans les mêmes conditions. Donc, vous êtes envoyé la date, ça est-ce que vous avez besoin? Alors, nous, on n'est pas informé de l'embauche de ça. Oui, Si vous, oui par la DSA. Non. Non, Non, c'est vraiment, la seule information qu'on a, c'est la déclaration. Ouais. Donc, si vous ne mettez pas à jour votre déclaration des effectifs, ou si vous nous demandez, vous êtes obligé de le faire pour pouvoir nous demander un rendez-vous. Sinon, nous, on n'est pas du tout. Il n'y a pas de lien. Marion, il y a un message qui indique qu'ils ne t'entendent pas. Donc, du coup, les échanges, là, on les entend. Je vais me rapprocher de l'ordinateur. Tu veux prendre ma place, du coup? Non, je vais rester debout. Hein. Du coup, est-ce qu'on peut juste reprendre la question voilà, du précédent employeur. Alors, en fait, non, ce n'est pas nécessaire. Par contre, il faut vous... Donc, quand vous embauchez un nouveau salarié et que l'attestation est toujours valable du précédent employeur, parce que c'est le même poste, parce qu'il n'y a pas de risque particulier, parce qu'il n'y a pas eu d'accident, entre guillemets, dans la vie du salarié pendant ce délai-là, vous demandez la visite périodique suivante en fonction de l'échéance qui est notée sur l'attestation en cours de validité. Nous, le seul moyen qu'on a de savoir que vous avez un nouveau salarié et que vous souhaitez une visite, c'est la demande de visite. Il n'y a pas de lien qui se fait avec l'URSSAF sur la déclaration d'embauche du salarié. C'est uniquement la mise à jour de votre effectif et la demande de rendez-vous qui nous informe d'un nouveau salarié dans l'entreprise. Non. Sinon, donc, pour demander un rendez-vous, concrètement, bon, ben forcément, vous devez d'abord créer votre nouveau salarié, mais vos rendez-vous, vous le retrouvez sur la page d'accueil en cliquant sur l'agenda. Donc, à partir de là, une fenêtre s'ouvre. Vous avez bien l'onglet « Demander un rendez-vous ». Une autre fenêtre s'ouvre ensuite. Vous sélectionnez le nom du salarié, le type de visite. Vous avez une zone commentaire, donc c'est très pratique pour indiquer, par exemple, si vous avez des jours ou des horaires de préférence. Bon, l'assistante médicale va essayer de respecter ça, mais c'est vrai que déjà que c'est compliqué de trouver un planning, un horaire, donc elle va faire au mieux. Ensuite, vous cliquez sur « Valider ». Un mail automatique, du coup, part directement vers l'assistante médicale qui voit que vous avez fait une demande et qui reviendra vers vous dès qu'elle aura de la place. On a une nouvelle question. Ah, elle a été enlevée. Alors, de souvenir, c'était est-ce qu'il faut indiquer les différents CACES? Les différentes habilitations, j'imagine, CACES. Alors, en fait, quand vous faites votre déclaration d'effectifs, ça va vous demander, en fait, ça, le CACES et l'habilitation électrique, ça rentre
dans les risques particuliers. Donc là, en fait, quand vous déclarez votre salarié dans votre espace adhérent, vous allez cocher comme quoi il est concerné par une habilitation électrique ou qu'il est concerné par un CACES. Et du coup, ça va automatiquement enclencher chez nous un suivi individuel renforcé. Oui, en fait, Après, vous pouvez le préciser, mais c'est pas indispensable en soi. Et pour les formations, ARI et ESI, ARI ou ESI, Les je ne connais pas. Je sais qu'est-ce que je vois pas ce que vous voulez dire. Oui. Sinon, juste oui, une petite précision. Donc, le CACES, il est à indiquer lors de la déclaration du salarié, mais pas lors de la demande de rendez-vous. Et lors de la demande de rendez-vous, en fait, le CACES, vous l'auriez déjà indiqué au préalable. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le traitement de votre demande, elle est envoyée directement par notre logiciel et les assistantes reviennent vers vous. En sachant qu'elles ne peuvent pas revenir vers vous le jour même de la demande du rendez-vous parce que déjà, voici comment se déroule leur semaine. Elles ont du temps pour les visites médicales et elles ont, donc c'est le moment, c'est un temps privilégié avec vos salariés. Et pendant qu'elles sont avec vos salariés, elles ne traitent pas les demandes. Elles ne peuvent pas avoir accès à leur mail ou par téléphone. Voilà, elles ont des plages horaires spécifiques pour traiter toutes ces demandes et positionner des rendez-vous. Donc, il peut se passer quelques jours avant qu'on vous en propose un. Voilà. Bon, ben là, ça vous indique comment est traitée la demande. Mais bon. Voilà, la convocation vous est adressée systématiquement par email. Et c'est pour ça qu'on insiste sur les adresses email, donc de bien les saisir dans votre espace privatif afin qu'on ait les bonnes informations. Alors, on revient sur la question de tout à l'heure concernant les formations. Donc, ce sont des formations de port de l'ARI, donc appareil respiratoire isolant. L'organisme de formation nous demande l'attestation médicale indiquant que le salarié est apte au port de l'ARI. Donc ça, c'était une demande spécifique, justement. Alors là, dans ce cas-là, là, je ne suis pas capable de vous répondre là tout de suite. Par contre, je l'ai noté et je reviendrai vers vous. Donc, comme Marion vous a indiqué en début de séance, elle vous a parlé des priorités du type de visite. Donc, les grandes priorités sont données aux visites de reprise et de pré-reprise dans le cadre du maintien en emploi. Il faut savoir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tout le monde se rend compte, je me rapproche un peu. Mais aujourd'hui, sur l'APST 2607, c'est une dizaine de médecins en équivalent temps plein. Et en suivi, ça représente 70 000 salariés. Donc forcément, il y a un moment où ça coince et c'est pas possible. Et cette pénurie de médecins du travail, elle est vraiment généralisée sur tout le territoire. Enfin, partout en France, on rencontre ces mêmes difficultés. Donc, on a les infirmiers qui peuvent assurer une partie des visites, mais pas tout. Donc, on met tout en œuvre pour essayer d'attirer des médecins et pour pouvoir donner des rendez-vous dans les délais. Mais malheureusement, on est face à une réalité qui ne nous le permet pas. Donc, on voulait aussi vous parler un peu de l'absentéisme, d'où l'importance donc de nous prévenir suffisamment à l'avance en cas d'annulation de votre rendez-vous. Il faut savoir qu'en 2021, on a eu plus de 10% d'absentéisme, ce qui représente 1801 exactement. 1801 visites programmées non honorées. Donc, c'est vraiment énorme. Ce sont des visites perdues et pour nous et pour vous. Parce que sans
Si vous ne prévenez pas, on ne peut pas le remplacer. Donc, perte de temps de consultation et impact sur les disponibilités et rallongement des délais de prise de rendez-vous. Sachez que vous pouvez aussi annuler votre rendez-vous, donc soit par mail, mais aussi sur l'espace privatif, jusqu'à 48 heures à l'avance sans frais. Au-delà de cette limite, tout rendez-vous non honoré vous sera facturé. Alors maintenant, on va parler de la loi santé-travail du 2 août 2021. Peut-être juste avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions sur cette notion de demande de visite ou... Les BTS alternés, Ouais, c'est un contrat. pour les visites que vous annulez, Absence de personnel. moi, pour l'instant, je n'ai pas de retour. Est-ce que c'est à moi? Alors, les visites qui sont en cours, elles seront prioritaires dès qu'on aura de la place. En fait, quand on a une absence d'un médecin, on met tout en œuvre pour pouvoir le remplacer. Donc là, par exemple, c'est le cas sur Tournon. Il y a des médecins du coup de Valence qui essayent de venir faire une permanence de temps en temps à Tournon pour absorber ça. Donc ça, nous, on convoquera votre salarié dès que possible. Après, vous pouvez voir directement avec l'assistante médicale par mail ou par téléphone, savoir où ça en est. Comme ça, elle fera le point directement avec vous. Donc cette loi santé-travail, elle accorde plus de prévention, en fait. L'accent est mis davantage sur la prévention. Cette loi est rentrée en vigueur le 31 mars 2022. À ce jour, il y a encore des décrets d'application manquants. La première nouveauté, c'est que nous avons changé de nom. Nous ne sommes plus service de santé au travail, mais service de prévention, justement, en santé au travail, afin de moderniser le système de santé. Enfin, l'objectif, c'était de la modernisation. Les grandes nouveautés, c'est le suivi de salariés pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques, donc polyexposition. Importance de la protection des travailleurs face aux expositions à de multiples agents chimiques. Une nouveauté également, c'est la création au sein du service d'une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Qui sera d'ailleurs présentée dans 15 jours lors de la conférence dont je vous parlais tout à l'heure dans le cadre des rencontres santé-travail. Donc, mardi matin, on va parler handicap et on va parler rôle de cette nouvelle cellule. Il y a de nouvelles visites, mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que Marion en a parlé en début de séance. Donc, la visite de fin de carrière et la visite de mi-carrière. Donc, comme on dit systématiquement, c'est le paradoxe entre le fait de la difficulté déjà de donner toutes les visites que vous connaissez et le fait que la nouvelle loi rajoute de nouvelles visites. Il y a aussi une visite supplémentaire, le rendez-vous de liaison. Donc, création d'un rendez-vous de liaison entre le salarié en arrêt de travail et l'employeur en associant le service de prévention et de santé au travail pour les arrêts supérieurs à une durée qui sera fixée par décret. L'objectif, c'est que l'employeur informe le salarié d'une possibilité d'un examen de pré-reprise, de mesures d'aménagement de poste, de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment une obligation, une nouvelle obligation pour l'employeur d'informer le salarié de cette possibilité d'avoir un rendez-vous de liaison et de l'existence de la visite de pré-reprise. Nous, on a travaillé sur un courrier type que l'employeur peut transmettre à son employeur, que l'employeur peut transmettre à son salarié. Et du coup, je vous le mettrai aussi dans le mail, en mail récap avec le support.
Il y a aussi comme nouveauté la création d'un passeport de prévention. Donc, l'employeur renseigne dans ce passeport de prévention les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre de formations relatives à la santé au travail. Depuis le Covid, nous avons tous remarqué le recours à la télémédecine. Donc, voilà. Et cette loi vient officialiser cette nouvelle pratique. Voilà, ce webinaire est à présent terminé, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On vous remercie. Alors, on a une première question. Est-ce que l'on peut revenir sur la déclaration des effectifs? Le paiement via prélèvement ou carte bancaire concerne quoi? Car habituellement, nous payons nos cotisations par virement. Est-ce que cela change? Alors oui, ça change. Maintenant, nous n'acceptons ni les chèques ni les virements. Il faut savoir que tous les virements, que si vous faites un virement, il sera automatiquement rejeté. Et si vous envoyez un chèque, il vous sera automatiquement retourné. C'est vraiment carte bancaire ou prélèvement. Alors le prélèvement, quand est-ce qu'on... déjà, il faut nous renvoyer le mandat signé, l'autorisation de prélèvement. Le prélèvement, ça concerne toutes les factures que vous pouvez avoir. Donc, forcément, tous les adhérents auront la facture de cotisation annuelle, donc qui va se déclencher avec la validation de votre déclaration annuelle. Cette facture, comme on a dit, elle sera prélevée soit en une échéance, soit jusqu'à 4, en fonction du nombre de salariés déclarés. Et on prélèvera aussi les factures de régularisation, c'est-à-dire dans l'année, si vous rajoutez un ou plusieurs salariés, ça déclenchera des cotisations à régler. Donc, vous recevrez ultérieurement une facture de régularisation qui s'appelle exactement une facture nouveau nom. Nouveau nom parce que c'est des nouveaux noms après la déclaration annuelle. On prélèvera aussi les factures d'absentéisme. Si une facture d'absentéisme est déclenchée en cas d'absence d'un de vos salariés à un rendez-vous. Voilà, donc sans en avoir été informé. Donc finalement, il y a 3 sortes de prélèvements, pour 3 sortes de factures. Facture de cotisation annuelle, facture de régularisation et facture d'absentéisme. Le prélèvement, c'est un paiement vraiment sécurisé, comme le paiement en carte bancaire, vous me direz, mais il faut savoir que vous recevez systématiquement plus de 15 jours à l'avance, on va dire 15 jours à l'avance, un mail qui vous rappelle que vous allez être prélevé de tel montant. Voilà, vous pouvez revenir dessus si besoin. Voilà, mais en sachant que pour nos 4000 adhérents sur Valence, depuis 2015, ça se passe très bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il n'y a pas de questions? On a tout bien expliqué? Par rapport à ce document, en fait, si on demande d'intervenir, comment ça se passe? Donc, ici, vous donnez l'entreprise. Le document unique, il est de la responsabilité de l'employeur. C'est à l'employeur de réaliser son document unique. Pour ça, vous pouvez faire appel à nous. On vient de réaliser ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Donc là, c'est notre équipe qui va intervenir, qui va faire un premier repérage des risques qui sont présents dans votre entreprise, avec vous. C'est pas, c'est quelque chose qu'on va construire ensemble. En fonction de l'entreprise, 2 heures à peu près. Là-dessus, vous recevrez la fiche d'entreprise où vous aurez l'évaluation des risques. Et en général, on enrichit aussi avec des pistes de prévention. Ça, c'est une excellente base pour que vous puissiez faire votre document unique. Nous solliciter pour venir faire votre fiche d'entreprise, c'est compris dans votre cotisation. Ça fait partie de nos missions, etc. Ensuite, on vous propose régulièrement dans l'année un atelier document unique. Donc là, on vous invite à venir passer une demi-journée avec nous sur Valence ou sur Tournon. Il y en a sur nos 2 sites. Et là, on va vous accompagner
vous expliquer toute la démarche de réalisation du document unique. On va vous remettre une clé USB avec un petit logiciel qu'on a développé au niveau de Romardèche sur Excel qui va vous permettre de le réaliser. Voilà. Mais déjà, avec la fiche d'entreprise, vous avez déjà beaucoup d'éléments. Et en plus, avec l'atelier, par exemple, vous avez toute la méthodologie qui vous est expliquée, le support qui vous est remis, etc. C'est un très bon complément pour que vous puissiez faire votre document unique. Nous, on ne va pas faire votre document unique à votre place. Par contre, on va vous accompagner à sa réalisation. Non, alors ça, vous contactez votre médecin du travail en lui disant que vous souhaitez qu'il vienne réaliser la fiche d'entreprise. Et en général, c'est transmis à l'équipe du pôle technique. Donc, on a des ressources avec des ingénieurs qui sont spécialisés en prévention des risques, des ergonomes, psychologues du travail, des techniciens en prévention et santé au travail, des assistantes en santé au travail, qui sont spécialisés. Une des missions est de réaliser des fiches d'entreprise. Ça peut être l'infirmier aussi. Donc, ouais, voilà, vous sollicitez votre médecin, le médecin transmet la demande, et puis nous, on va prendre rendez-vous avec vous et on va organiser la visite de l'entreprise dans le cadre de la réalisation de cette fiche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, on est à votre disposition encore. Par rapport à ça. Oui, le passeport prévention. Alors, on n'a pas encore toutes les informations, mais a priori, il va y avoir besoin de centraliser, en tout cas, un dossier par salarié avec tout ce qui est en lien avec les formations qu'il va pouvoir suivre en lien avec la prévention. On n'a pas encore tous les. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présence, que ce soit parmi nous physiquement ou en visio. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on va vous envoyer tous les éléments qu'on a évoqués ensemble ce matin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et